Madame la présidente, madame, monsieur le ministre, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, nous voilà réunis pour voter en urgence ce projet de loi spéciale afin que notre pays ne sombre pas dans les turpitudes américaines du shutdown. Ce texte n'appelle en lui-même aucune remarque particulière. Il est une simple rustine budgétaire sur le pneu déjà bien crevé qu'est le PLF 2026. Au passage, je tiens à souligner que rien dans la Constitution ou la loi organique n'autorise le gouvernement à procéder de la sorte. La loi spéciale est réservée à deux cas de figure. Le premier est celui où le PLF n'a pas été déposé en temps utile pour pouvoir être promulgué avant le 31 décembre. Dans ce cas, le projet de loi spéciale doit être déposé avant le 19 décembre. Le second est celui où la loi de finances fait l'objet d'une censure totale par le Conseil constitutionnel. Il n'aura échappé à personne qu'aucune de ces conditions n'est réunie. Mais passons. Après 8 années de macronisme, nous nous sommes faits aux largesses qu'il prenait avec la Constitution et à cette vision très personnelle de l'État. Je souhaiterais plutôt revenir sur les raisons qui poussent le gouvernement à déposer un tel texte pour la deuxième fois consécutive. Emmanuel Macron nous avait dit en substance « Je n'appelle pas la gauche au pouvoir, pourtant arrivée en tête des dernières législatives, au nom de la stabilité ». En l'espace d'un an, nous avons eu droit à 3 chutes de Premier ministre, des gouvernements qui durent moins de 14 heures, des demandes de démission du président de la République en cascade, une coalition censée représenter la stabilité qui vole en éclats en un tweet. C'était bien la peine de barrer la route à la gauche si c'est pour donner ce piètre spectacle. Aujourd'hui alimenté par une droite sénatoriale plus soucieuse de son positionnement partisan que par l'intérêt des Françaises et des Français. Le recours à la loi spéciale, dont la durée de mise en œuvre dépendra des événements politiques de la rentrée, n'est que l'aveu législatif du fait que le gouvernement, avec 6 ministres LR, je le rappelle, est minoritaire et qu'il ne peut donc pas avoir de majorité sur un budget macroniste. Je rappelle que l'an dernier, la loi spéciale avait duré 6 semaines. Je sais que d'aucuns sont favorables à ce que ce texte ait une durée de vie supérieure. Je pense à Laurent Wauquiez notamment, pour ne pas le citer, car un tel texte effacerait de facto tous les nouveaux impôts et bloquerait toute hausse de dépenses de l'État. Exactement la ligne défendue par les députés DR, mais je sais que la droite est responsable. Elle l'a d'ailleurs prouvé en aggravant le déficit. De plus, Laurent Wauquiez est trop éloigné des petits calculs politiciens pour s'adonner à un tel jeu. C'est pour cela que je rappelle à ceux qui seraient tentés par cette voie que cette loi est très bloquante pour un très grand nombre de politiques publiques, à savoir toutes celles qui passent par des dotations d'investissement discrétionnaires comme la recherche, l'économie, le logement, mais surtout pour les dotations d'investissement aux collectivités territoriales. Car oui, ce sont, une fois encore, les collectivités territoriales qui feront les frais de cette situation. Les maires, les présidents des départements et de régions verront leurs capacités amputées, leurs projets retardés, parfois abandonnés. Dernière des lignes budgétaires gelées, il y a, je tiens à le rappeler, des écoles qui ne se rénovent pas, des transports qui n'avancent pas, des logements qui ne se construisent pas. Voilà la réalité très concrète de cette loi que l'on qualifie pudiquement de loi spéciale. Enfin, je rappelle, pour revenir à l'actualité nationale, qu'à l'heure où la Russie se fait de plus en plus menaçante, il est impérieux d'augmenter les moyens de la défense. Or, avec cette loi spéciale, nous pouvons dire adieu aux 6,7 milliards d'euros de crédits supplémentaires prévus par le ministère des Armées, ce qui poserait un énorme problème pour assumer le paiement des investissements lancés les années précédentes. Tous les nouveaux projets d'investissement seraient également gelés. Vous l'aurez donc compris, cette loi spéciale que nous voterons n'est qu'une rustine et doit aboutir à la rentrée, à la reprise des négociations sur le budget. Et c'est désormais de ces négociations dont je souhaite que nous parlions. Car, monsieur le ministre, alors que la majorité sénatoriale a déjà soigneusement empilé les chiffons rouges sous le nez du Premier ministre, durcissement de l'aide médicale d'État, passage à 3 jours du délai de carence pour les fonctionnaires, non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, mais aussi suppression de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, réécriture de la taxe sur les holdings et de l'impôt sur la fortune immobilière pour en éviscérer le rendement. Il ne faut pas croire qu'au nom de la sacro-sainte stabilité, nous serons enclins à accepter n'importe quoi. Monsieur le ministre, nous avons de nombreuses questions en suspens. La première est politique. Comment comptez-vous maintenir un semblant de cohésion entre votre bloc central avec les Républicains, alors que M. Retailleau s'est érigé en premier procureur de votre gouvernement, qu'il l'a validé, puis quitté de manière pour le moins colérique?
Le deuxième est d'ordre plus juridique. En janvier, nous allons reprendre les débats, mais entre la règle de l'entonnoir et le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale, comment allez-vous nous garantir des marges de manœuvre budgétaires sur la partie recettes ? Plus concrètement encore, comment allez-vous corriger une copie qui divise par deux, en passant de 10 à 5 milliards la contribution demandée aux plus aisés de notre pays par rapport au budget Barnier de l'an dernier ? C'est votre capacité, monsieur le ministre, à répondre sérieusement à ces questions qui conditionnera l'adoption d'un budget juste, équitable et sérieux pour 2026. En attendant, et en responsabilité, nous voterons favorablement à ce projet de loi spéciale.